pas à être adoré, mais on cherche à être quand même reconnu parce que c'est l'histoire. Je remercie du fond de mon cœur l'organisation de cette rencontre, puisqu'on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais cette jeunesse ne devrait pas être l'avenir de demain de manière automatique. Il est censé observer les personnalités, les adultes, les sages qui se comportent de manière à servir d'exemple à elles. Les actes que nous avons posés dans notre vie ne procèdent pas nécessairement des études faites. Bien sûr, les études, c'est un canal pour pouvoir permettre de meubler son intelligence. Mais c'est plutôt par vocation que nous l'avons fait. Nous parlons constitution. En 1960, avant que les peuples de l'indépendance ne prennent les rênes du pays en main de manière protocolaire, ils avaient fonctionné avec la loi fondamentale rédigée en Belgique. Je vous épargne des effets lorsqu'ils ont commencé. Mais l'on a compté parmi eux des personnalités qui avaient marqué l'histoire, non pas seulement du Congo ex-belge, mais de l'Afrique tout entière. Notamment Patrice Emery Lumumba, puisqu'en 60, il prenait 60 ou 25, il avait 35 ans. Jeune homme comme tant parmi vous, il avait secoué le monde. Il y a Jules Boubou, qui était très réservé, mais qui était décisif. Je vais m'arrêter à ces deux, mais s'il faut ajouter, il y a eu des Ngalula, des Tchombe, qui ont laissé leur marque. La rencontre d'aujourd'hui est à saluer de deux mains. Ne dit-on pas que la jeunesse est l'avenir de demain? Je l'ai souligné. La jeunesse est également l'autorité de demain. Il est censé prendre les rênes de son pays en main. S'il avait été bien encadré, autant que nous, pour être bien encadré, autant que nous, la condition sine qua non, c'est l'éducation, l'alimentation et la beauté que la jeunesse observe. Aujourd'hui, est-ce que la jeunesse mange 3 fois par jour? Est-ce que la jeunesse connaît la justice dans les universités, dans les instituts supérieurs, en secondaire? La loi fondamentale, c'est la négociation des points. Il y a des licenciés qui ne le sont que de nom. Il y a des diplômés d'État. Il y a des gradués. Le phénomène d'étudiants fantômes. Donc, jeunesse, assumez-vous parce que c'est vous qui allez diriger ce pays. La Constitution, puisque c'est d'elle qu'il s'agit aujourd'hui, j'ai salué de deux mains. Hier, il m'a téléphoné de loin pour dire le président semble être
décidé à ce qu'on change cette constitution. Je l'avais dit il y a 2 ans, je l'ai répété. La constituante qui devrait être convoquée ne fera même pas 2 mois parce que j'avais suggéré à travers une intervention que l'on s'inspire de la constitution de Lulopour qui avait remplacé la loi fondamentale. Parmi les écrivains les orateurs de cette constitution, il y a Etienne Tshisekedi, Papa Ileyo, les Joseph Ngalula, les Kachamura et consorts. On s'inscrit cette constitution-là, on saute ce que nous avons en main ici, qui par certains passages malins semble mettre la porte au cou. On va s'inspirer parfaitement de la constitution ici de la Conférence nationale souveraine. Puisque ce que nous avons ici, c'est un truc pour la balkanisation de ce pays. Or, aujourd'hui, il s'avère que nous avons, on ne peut pas dire qu'on est les plus aimés de Dieu, mais nous avons le pays le plus nanti en ressources, pas en richesse, en ressources potentielles ou exploitées. Mais ces ressources se manifestent par quel train de vie. Nous sommes les Africains les plus affamés, les plus ridicules, puisqu'un être humain qui ne mange pas, on le voit. On le voit. La Constitution, je ne suis pas juriste, je suis politique. En tant que loi organique ou fondamentale, organise politiquement la société, un pays, dans tous les aspects du développement de ce dernier. Du point de vue organisation d'un État ou d'une société, la manière dont le pouvoir souverain est reparti. Cette constitution va faire en sorte que celle que nous voulons voir élaborée, s'inspirant de l'intelligence des 2 constitutions dont je venais de faire mention, puisse faire en sorte que ce pays redémarre. Nous sommes le pays, il y en a qui disent le plus riche. Non, c'est confondre les choses. Si nous étions le pays le plus riche, une sentinelle aurait droit, comme en Belgique, à 1200 $ par mois, bon salaire. Nous sommes les premiers en ressources potentielles. Celles qui sont exploitées, on ne vit pas de leurs produits. Les 3 quarts du peuple, je ne sais pas si le mot pauvre convient, il faudra qu'on cherche un autre mot. Je crois que 70% de notre peuple vit la misère la plus noire jamais vécue dans l'histoire. Jamais vécue dans l'histoire. Je crois que notre insistance à ce sujet concerne tout le monde en général, mais en particulier la jeunesse que vous êtes. Faire de lance, espoir de demain.
Pourquoi nous avions vécu les meilleures conditions par rapport à vous? Quel mérite avions-nous? Encore étudiant en secondaire, on était aidés par l'État. À l'université étudiant, nous étions des bourgeois. On s'habillait comme je suis habillé là. Nous avons des photos. Au Congo, on n'était pas en Europe, au Congo. On avait la bourse. On voyageait par avion aux frais de l'État. On mangeait 3 fois par jour. Et quel repas? Nous mangeons avec nos professeurs qui venaient d'Europe. Quel mérite avions-nous? Et quel crime avez-vous commis, vous la jeunesse? Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout comme nous étions mis debout comme étudiants en 1969. Ce jour-là, le 4 juin 1969, M. Mobutu a massacré 69 de nos collègues. Tout simplement pour avoir exigé la révision de notre bourse à la hausse. Voilà le crime. C'était fait dans quelle intention? D'apeurer les Congolais, qui étaient encore Congolais, heureusement. C'est pas encore Zaïre. Heureusement. Le sang avait coulé sur l'avenue qui vient de l'université, là, en passant par Yolo. Et pour crime, avoir demandé à M. Mobutu de réajuster notre bourse. Voilà tout le crime qui avait coûté la vie à 69, plus de 60 de nos collègues, dont mon copain de 7e année de l'Europe qui n'était qu'enfant unique. Il était toujours premier de classe depuis la première année secondaire et première année primaire. Mais de voilà pas ses parents. Donc aujourd'hui, heureusement qu'on a un président dont on connaît les parents, dont on connaît. Cher doyen, notre patriarche, très fier de partager ce podium avec vous. Et aussi à mon très cher frère, le ministre honoraire de la Santé publique de notre pays. Alors, il m'a été demandé de parler sur les bilans et perspectives. La constitution de la RDC est-elle adaptée pour avoir un impact sur la nouvelle identité sociale de la jeunesse congolaise? Je vais articuler mon propos, il sera assez bref, parce que pour ceux qui me suivent souvent, je préfère les échanges. Je préfère répondre à vos questions et préoccupations plutôt que vous inonder des paroles ou des théories. Donc je vais être relativement bref. Je vais juste essayer en fait de stimuler un peu votre pensée. Et comme vous savez, je dis toujours que le réveil c'est maintenant. Je vais essayer de vous secouer un peu pour vous réveiller. Donc mon propos sera relativement bref. Alors, quand on parle de la Constitution, le patriarche l'a dit, c'est la loi fondamentale, c'est ce qui nous constitue. Il n'y a pas une loi qui est plus grande que la Constitution. Donc la Constitution est vraiment essentielle. Et quand on parle de la jeunesse, c'est également la même chose. Aujourd'hui, vous savez, notre pays est constitué en très grande partie par la jeunesse. Et comme on dit, la jeunesse, c'est une maladie qui se guérit avec l'âge. C'est-à-dire, on ne reste pas éternellement jeune. Bonjour, prof. On ne reste pas éternellement jeune. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez les patriarches ici. Il dit avoir connu le chef de l'État quand ces derniers n'avaient que 5 ans. C'est-à-dire, lui, il était encore très jeune. Aujourd'hui, nous l'appelons patriarche. Celui qui est devant vous, hier, il était comme vous. Aujourd'hui, toute la barbe est blanche. Demain, c'est la vieillesse. Et c'est la même chose avec vous. Donc, c'est une maladie qui se guérit avec l'âge. Mais on doit prendre soin de cette jeunesse parce qu'elle constitue
la plus grande majorité de notre population aujourd'hui. Il est estimé que plus de 60% de la population congolaise a moins de 25 ans. C'est-à-dire, si on prend bien soin de cette jeunesse, demain nous aurons une bombe à retardement qui peut exploser, où aucun gouvernement ne sera contrôlé. Alors, la Constitution, en termes de perspective, doit en ce moment-là prendre soin de cette jeunesse-là, déjà dans son fondement. Parce que s'il ne le fait pas, nous risquons de connaître ce que nous connaissons aujourd'hui à cause des choix et des décisions qui ont été pris hier, mais qui nous impactent aujourd'hui au niveau de notre Constitution. Alors, je vais vous donner quelques exemples des pays dont la Constitution est non seulement la loi fondamentale, mais dont la Constitution guide effectivement les actions des gouvernements plusieurs années, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, et même plusieurs centenaires. Je vais commencer par la Constitution des États-Unis, qui a été mise en place en 1791, mais qui s'articule autour des droits civiques. Donc si vous voyez la Constitution des États-Unis d'Amérique, depuis sa mise en place, en 1791, c'est les droits civiques. Donc si vous allez en Amérique, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, la ligne maîtresse est tracée par la Constitution, c'est-à-dire ça s'articule autour des droits civiques, autour des libertés et des protections des droits individuels. Ça, c'est les États-Unis. Donc, toutes les actions des gouvernements qui se succèdent se basent sur ces principes, parce que ces principes ont été adoptés sur base de leur histoire. Vous savez, les États-Unis ont connu de guerre civile. Les États-Unis, c'est le mélange de 52 États pour former ce que nous voyons les États-Unis. Donc, c'est 52 États qui se sont unis pour former un pays. Jadis la plus puissante du monde. Je dis jadis parce qu'aujourd'hui nous pensons que la Chine les a dépassés. Mais ils ont été fondés sur les droits civiques. Je prends la Constitution de la France, qui a été adoptée juste après la Révolution française, et ça s'articule sur les principes révolutionnaires de stabilité, liberté, égalité et fraternité. Ça, c'est la Constitution française. Toute forme de gouvernement, tout ce qui suit après, a pour principe l'égalité, la fraternité et la liberté. C'est aussi simple que ça. Nous prenons la Constitution britannique. C'est une constitution qui est basée sur la tradition et l'état de droit. En fait, la Grande-Bretagne, c'est parmi les pays qui n'ont pas vraiment une constitution comme telle. C'est l'ensemble des documents, des traditions et des documents comme le Magna Carta de 1219, la Déclaration des droits de 1689. Quand vous prenez tous ces documents et faits historiques, c'est ce qui constitue la Constitution britannique. Et ça pour sous-bassement la tradition et l'état des droits. Alors, nous venons un peu plus proche en Afrique. Je vais prendre deux pays qui ont adopté leur constitution un peu plus tard que la plupart d'autres pays. Je prends l'Afrique du Sud par exemple. L'Afrique du Sud a connu les régimes d'apartheid officiellement depuis 1949, mais ces régimes ont commencé en fait depuis que les colons ont mis pied en Afrique du Sud, déjà vers les années 1700. Et puis en 1949, ce pays a adopté une constitution qu'on a appelée la constitution de l'apartheid. Donc l'apartheid, ça veut simplement dire la division. Alors, c'était ça la constitution. Alors après la démocratie, en 1996, l'Afrique du Sud adopte une nouvelle constitution qui est basée sur la lutte contre la discrimination et les inégalités. Alors, tout ce que l'Afrique du Sud fait depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, c'est protéger ou c'est pour lutter contre la discrimination dont ils ont été victimes pendant plusieurs années.
mais également la lutte contre l'inégalité. C'est comme ça que vous verrez toutes les lois qui sortent. C'est par exemple les lois sur le Black Economic Empowerment. Il y a beaucoup de lois comme ça pour protéger les autochtones, pour que plus personne ne soit plus jamais victime de la discrimination ou de l'inégalité. Beaucoup plus proche de chez nous, autour de nos frontières, c'est un pays ennemi que nous n'aimons pas, le Rwanda. Le Rwanda qui a adopté sa constitution après le génocide de 1994, a adopté sa constitution également sur la lutte contre le génocide et la discrimination. Et ça doit nous interpeller, parce que quand vous voyez les actions de ces gouvernements, même ce que l'instabilité qui crée chez nous, c'est ancré dans leur constitution. Alors, quand nous revenons chez nous, notre constitution est basée sur quoi? Je suis très content que le professeur Joly est là, il pourra nous en dire en long et large, étant à la fois acteur et expert en la matière. Mais notre constitution adoptée en 2006, c'est ce que nous appelons généralement la constitution des belligérants. Ça consacre zéro espace, c'est-à-dire pas d'espace pour la jeunesse, et je dirais même pas pour l'avenir du pays, des richesses dont les patriarches a si bien décrit ici, mais notre constitution des belligérants, en fait, consacre son effort au partage du pouvoir. Et si nous vivons les chaos aujourd'hui, c'est le résultat direct de cette constitution qui nous englobe, qui nous encadre. C'est une constitution qui n'est pas progressiste. C'est une constitution qui a été mise en place pour dire nous sommes belligérants, nous allons partager les pouvoirs, aucun d'entre nous ne va dominer plus que l'autre. On va créer ce système qui appelle à la majorité présidentielle ou à la majorité, et ce qui fait que les gens vont se battre par tous les moyens, même par la fraude et la tricherie, pour faire partie de cette majorité et avoir le partage du gâteau. C'est ça notre constitution. C'est une constitution qui marginalise les compétences, c'est une constitution qui marginalise les progrès, c'est une constitution qui ne parle même pas de la promotion de la jeunesse, comme c'est le cas par exemple pour l'Afrique du Sud, où on dit qu'il n'y aura plus jamais discrimination ou inégalité. C'est-à-dire que vous soyez jeune ou vieux, expérimenté ou pas, quand vous le méritez, la Constitution vous protège. Mais nous, notre Constitution, ça dit, c'est la Constitution des belligérants. C'est-à-dire, c'est en grande partie, bien sûr, hein, je ne parle pas de tous les articles, mais je parle vraiment des lignes maîtresses. C'est la Constitution des partages. C'est pourquoi, en toute légitimité, en tout courage, nous devons dire qu'il faudra peut-être changer cette Constitution. Il faudra la revoir, certaines clauses, bien sûr, pour que nous ayons une Constitution qui soit basée aussi sur notre culture, qui soit basée sur notre histoire et qui soit basée également sur nos traditions. Et comment est-ce que, pour terminer, cette Constitution peut servir la jeunesse et le pays? Moi, je dis que la Constitution future que nous devons avoir doit avoir pour soubassement un État policier. Pour ceux qui me lisent, j'élabore et j'ai élaboré longuement sur ça, et je serai content d'en partager certains éléments. Il faut qu'il y ait un État policier, parce que quand nous regardons notre histoire, et on ne peut pas avoir une population de plus de 120 millions d'habitants, et on dit que d'ici 2030, nous serons à plus de 150 millions, et d'ici 2050, nous allons atteindre 250 millions d'habitants. Et si on n'a pas une constitution forte qui met en place un État policier, nous aurons déjà aujourd'hui, depuis hier, avec moins de 80 à 100 millions d'habitants, l'État a perdu son autorité. Donc il faut une constitution forte qui consacre un État policier. Il faut une constitution, à mon avis, qui consacre le patriotisme économique. Cela va nous aider à résoudre les problèmes de nos richesses, pour que les richesses du sol et du sous-sol congolais puissent réellement bénéficier à ses fils et à ses filles. Il faut du patriotisme économique. Il faut que cette constitution consacre beaucoup d'efforts sur l'intégrité territoriale. Parce que cela a toujours été notre faiblesse. Notre pays a été beaucoup envié et nous sommes toujours en proie des divisions et de l'invasion de notre territoire qui est tellement grande que nous n'arrivons pas à contrôler.
Et enfin, il faut que cette constitution puisse consacrer beaucoup d'efforts sur la cohésion nationale, parce qu'avec 450 tribus, plus de 250 langues et... Je voudrais d'abord dire merci aux organisateurs pour la confiance et les choix qu'ils ont portés sur ma personne. Et deuxièmement, je voudrais remercier mes pères, mes aînés qui sont ici. Je me rappelle que je suis obligé, avec qui nous allons partager ces moments d'échange avec vous. Un moment très important et très capital pour nous, la jeunesse. Comme le modérateur l'a dit, le sujet est clair en ce qui me concerne. Jeunesse, 2 points, objet, virgule, sujet, acteur des institutions politiques. Avant d'entrer dans le fond de mon sujet, je voudrais compléter quelques définitions qui ont été données ici par rapport à la Constitution. Ça sera le premier élément de mon intervention. Deuxièmement, je donnerai la définition de la jeunesse. Après, je vais aborder les 3 éléments qui constituent mon sujet, c'est-à-dire l'objet, les sujets ou l'acteur des institutions politiques. En parlant de la Constitution, le patriarche ainsi que l'ambassadeur Bamangué, chacun a donné une définition aussi claire et précise, mais je vais donner 2 éléments en termes de complément. Le premier élément, c'est que lorsque nous parlons d'une constitution, c'est le produit d'un compromis politique et social entre les citoyens d'un État ou même entre les acteurs d'une société à un moment donné. Raison pour laquelle l'ambassadeur, en parlant de notre constitution, il a présenté l'esprit avec lequel notre constitution a été préparée. C'est-à-dire un esprit lié au partage du pouvoir. Tout simplement parce que nous sortions de notre formule magique de 1+4, où le nez c'était le partage du pouvoir pour que la paix règne. Raison pour laquelle nous disons la constitution, elle est ces compromis politiques-là et sociaux. C'est-à-dire nous mettons en place le principe et le règle qui répondent à un compromis politique et à un compromis social à un moment donné. Un peu plus loin, lorsque vous regardez des auteurs comme de Dominique Rousseau qui disent la Constitution est caractérisée par 3 aspects fondamentaux. Le premier aspect, c'est que la Constitution, c'est un acte fondateur, c'est-à-dire c'est l'âme de l'État. Le deuxième aspect, l'auteur dit la Constitution, c'est un acte organisationnel. C'est-à-dire avec la Constitution, ça nous permet d'organiser l'État, d'organiser la hiérarchisation, la structuration même de l'État en termes de pouvoir. Et enfin, il dit la Constitution, c'est un acte écrit. Il est écrit pourquoi? Parce que cet acte écrit requiert une procédure particulière pour sa révision. C'est ainsi que nous disons la Constitution, c'est cet acte-là qui est écrit. Deuxièmement, après avoir complété ce qui était la Constitution par rapport aux autres panélistes, le deuxième mot clé dans notre sujet, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, il est difficile de donner une définition appropriée à ce que nous attendons par la jeunesse. Raison pour laquelle certaines personnes disent la jeunesse, c'est un état d'esprit. Après, je suis un peu plus loin en interrogeant la charte africaine de la jeunesse pour savoir comment cette charte définit la jeunesse. Lorsque vous regardez la charte africaine de la jeunesse, elle nous dit et jeune, celui dont l'âge varie entre 15 ans et 35 ans. La même définition est reprise dans notre politique nationale de la jeunesse, qui emprunte la même définition de la charte africaine en disant et jeune, toute personne, femme ou homme, féminin comme masculin, dont l'âge varie entre 15 ans et 35 ans. Bien entendu, en ce qui me concerne, lorsque nous regardons les réalités congolaises, il est difficile de s'accrocher à cette définition et je reste convaincu que cette définition doit faire l'objet d'une évolution, ça doit évoluer. Mais retenons ici ce que, à chaque fois que nous parlons de la jeunesse dans mon intervention, je me réfère à cette définition de la charte africaine de la jeunesse. Donc, celui dont l'âge varie entre 15 ans et 35 ans. Alors, en parlant de notre sujet, c'est-à-dire la jeunesse,
2 points, l'objet, sujet ou acteur des institutions politiques. Bien entendu, le terme central ici, c'est la Constitution. Ça veut tout simplement dire que nous allons nous référer, est-ce qu'il y a aujourd'hui, telle que la Constitution se présente, elle nous permet de dire que la jeunesse aujourd'hui, ou les jeunes aujourd'hui, comment ils le sont considérés. Est-ce qu'il y a un jeune aujourd'hui au regard de la Constitution, c'est un objet des institutions politiques, ou un jeune aujourd'hui au regard de la Constitution, c'est un sujet des institutions politiques, ou un jeune aujourd'hui au regard de la Constitution, c'est un acteur des institutions politiques. Lorsque nous parlons d'un jeune objet des institutions politiques, cela renvoie tout simplement à un groupe de personnes. Ces groupes, nous les qualifions passifs. Ces groupes, nous les qualifions réceptifs. Ces groupes, nous les qualifions non actifs. C'est-à-dire c'est un groupe qui subit la pression ou c'est un groupe qui subit le politique public élaboré par d'autres personnes. C'est-à-dire un jeune comme objet des institutions politiques, c'est ces jeunes qui n'est pas participatif. C'est ces jeunes qui subit toute la politique mise en place. C'est ces jeunes qui n'ont aucune capacité d'influencer la politique publique. Mais est-ce que l'esprit de notre Constitution définissait les jeunes ou un jeune comme objet des institutions politiques? Je donnerai la réponse dans la suite. Et lorsque nous parlons d'un jeune comme sujet des institutions politiques, cela renvoie à un citoyen d'un État, un citoyen d'une société, c'est-à-dire c'est un citoyen qui a les devoirs et qui a aussi les droits à observer. Et donc, un jeune, sujet des institutions politiques, c'est ce jeune qui est au centre de la politique du pays. C'est ce jeune qui est au centre de toute la politique publique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir une politique publique en excluant le jeune citoyen. Il est inadmissible de concevoir la politique sans pour autant penser à jeune citoyen. Un jeune qui a les droits, un jeune qui a les devoirs, on ne peut pas concevoir une politique en excluant cette catégorie de la population. Et le troisième terme, un jeune acteur des institutions politiques, celui-là est différent d'un jeune objet, est différent d'un jeune sujet, tout simplement parce que c'est un jeune actif, c'est-à-dire c'est celui qui est dynamique, c'est celui qui participe à l'élaboration et même à la conception des politiques publiques de l'État. C'est-à-dire qu'il n'observe pas, il est l'objet pour qui la politique publique est faite, mais également parmi les concepteurs de la politique publique. C'est-à-dire un jeune dynamique, un jeune actif. Maintenant, lorsque nous positionnons ces trois sujets, jeune objet, jeune sujet et jeune acteur, qu'est-ce que nous dit la Constitution? Lorsque vous lisez la Constitution congolaise, celle de 2006 modifiée en 2011, l'esprit de la Constitution est clair. Je crois que l'ambassadeur l'a dit, c'était caractérisé par le partage du pouvoir. Mais lorsque vous regardez cette Constitution, un jeune est qualifié d'abord comme étant un citoyen. Puisque lorsque vous regardez le titre de la Constitution, les droits humains, les libertés fondamentales, les droits d'un citoyen et de l'État, vous allez tout de suite remarquer, à partir des articles 12 jusqu'à même tout autour des 60, on pose ou on positionne les droits et le devoir d'un citoyen. C'est-à-dire que dans l'esprit de la Constitution, un jeune sujet des institutions politiques, c'est ce jeune qui est bénéficiaire de tous les droits et les obligations constitutionnellement reconnues. C'est-à-dire un jeune qui a des droits constitutionnellement acquis. Et on peut directement dire qu'un jeune est constitutionnellement sujet des institutions politiques. Et plus loin, l'esprit de la Constitution n'a pas voulu avoir un jeune objet
des institutions politiques, mais par contre un jeune acteur. Je m'avais donné un exemple lorsque vous regardez les dispositions des articles 70 qui fixent les conditions pour être candidat aux élections présidentielles. La première condition, on dit qu'il faut être de nationalité congolaise d'origine. Mais tout de suite, la deuxième condition, on vous dit que vous devez avoir au moins 30 ans. Or, dans la définition de la jeunesse, nous disons que c'est celui dont l'âge varie entre 15 ans et 35 ans. Et donc, nous comprenons tout de suite que 30 ans est compris entre 15 et 35 ans. Donc, dans l'esprit de la Constitution, on n'a pas voulu avoir un jeune passif. Mais par contre, un jeune actif qui pouvait aussi postuler en tant que président de la République en envie de modifier ou d'influencer la politique publique de l'État. Deuxième exemple, l'article 102 de la Constitution qui fixe les conditions pour être élu comme député national. On dit premièrement, tu dois être congolais, et deuxièmement, âgé d'au moins 25 ans. Une fois de plus, cet âge est compris entre 15 et 35 ans. Si nous prenons l'article 106 qui parle de conditions pour le Sénat, et même si on élargit par rapport aux députés provinciaux, vous comprenez qu'on reconnaît à un jeune cette capacité à influencer la politique publique en se positionnant d'abord comme celui qui peut voter, si c'est à l'âge de 18 ans qu'on peut aujourd'hui recueillir le droit de vote. C'est-à-dire qu'on reconnaît à ces jeunes comme celui qui peut influencer le choix des dirigeants, mais également comme celui qui peut être lui-même comme dirigeant, parce que la Constitution ne l'empêche pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, en pratique, l'aspect qui est plus présenté, c'est l'aspect d'un jeune objet des institutions politiques. En lieu et place d'un aspect jeune sujet des institutions politiques ou acteur des institutions politiques. C'est-à-dire, la jeunesse aujourd'hui est utilisée pour des fins très bien définies, très bien fixées, très bien ajustées, parce que nous considérons comme étant des grands de notre pays. C'est-à-dire, ils ont besoin de la jeunesse lorsqu'ils veulent accéder au pouvoir, lorsqu'ils veulent obtenir des postes, mais lorsqu'il faudra faire intervenir la jeunesse comme acteur du développement, acteur du changement, c'est à ce moment-là que toutes les décisions, tous les compromis sont pris en dehors de cette jeunesse. C'est pour cela qu'il est impératif que les jeunes nous prennent conscience. Regardez les estimations de la population congolaise aujourd'hui, d'après les statistiques de la Banque mondiale 2023, on nous dit que nous sommes aujourd'hui autour de 102 ou 105 millions d'habitants. Le gouvernement ne peut se faire, par exemple, aujourd'hui dans notre pays, sans que nous ayons au moins 30% des jeunes. Ça, c'est possible. Aucune composition aujourd'hui ne peut se faire dans les entreprises publiques, parce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui la jeunesse n'a pas d'expérience. Ça, c'est faux. La jeunesse a de l'expérience. Et nous avons de l'expérience à faire valoir. Et je pense que si aujourd'hui nous donnons la jeunesse sa place qu'elle doit occuper, les choses bougeront, les choses changeront et nous deviendrons réellement le vrai acteur du changement et du développement de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Pour parler de la Constitution, à cause de ma formation de médecin, surtout que je me trouve devant un éminent professeur en droit constitutionnel qui va nous parler de notre Constitution. C'est pourquoi j'ai voulu être très prudent par rapport à ce que je vais dire sur la Constitution. Et j'ai pris le soin d'écrire. Et moi, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Donc, quelques idées par rapport à la Constitution, des idées qui sont liées à la protection de la jeunesse, surtout dans son article 43. Donc c'est ça le sujet qu'on m'avait donné. Et j'étais contacté, c'était hier matin. Donc je ne savais pas que je vais intervenir aujourd'hui.
Dans son article 42, la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Cet article, avec les différentes lois qui en découlent, exige aux différents pouvoirs publics d'encadrer la jeunesse et de veiller sur son avenir. Cet encadrement devra se faire en mettant en place des mécanismes qui assureront sa santé, son éducation et qui répondront aux besoins qui lui permettraient d'être outillé et capable de prendre la relève et de continuer à développer le pays d'une manière beaucoup plus efficace que ceux qui l'ont précédé, car un parent responsable doit se battre pour préparer ses enfants à faire mieux que lui, à avoir beaucoup plus de capacités que lui pour construire un avenir encore meilleur. Malheureusement, et peut-être à cause de différentes contraintes ou de mauvais calculs par rapport aux priorités du pays, ou tout simplement par mauvaise foi de certains de nos dirigeants, cet article de notre Constitution et d'autres articles qui militent pour l'encadrement de la jeunesse n'étaient pas respectés à 100%. Les différents gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance de notre pays ne les ont pas totalement appliqués, laissant ainsi la jeunesse à son propre sort. Cette situation est malheureusement à l'origine de conséquences incalculables dont notre société est victime actuellement. Néanmoins, depuis l'avènement du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous assistons à des efforts de mise en pratique, non seulement des articles de notre Constitution qui exigent aux différentes institutions la prise en charge de jeunes, mais aussi les articles qui traitent sur l'émancipation de la femme et de la jeune fille. C'est pourquoi je lance un appel solennel à la jeunesse congolaise de soutenir les efforts fournis par le président de la République dans le cadre de leur prise en charge. N'eût été la situation d'insécurité que nous connaissons actuellement dans la partie orientale de notre pays, on assisterait à plusieurs réalisations du président de la République par rapport au développement et par rapport à la prise en charge de la jeunesse. Concernant la révision constitutionnelle, bien que beaucoup d'articles doivent être révisités, je pense personnellement que le problème de l'article 42 et des autres articles de la Constitution ayant trait à l'encadrement de la jeunesse ne demeurent pas dans leur révision, mais plutôt dans leur mise en application. Ces articles couvrent déjà plusieurs aspects d'une prise en charge effective
de la jeunesse. Les efforts doivent plutôt être fournis dans le cadre de leur mise en pratique. J'exhorte donc toutes les institutions, commençant par celle dont je fais partie, de veiller pour que les articles qui protègent les droits de la jeunesse soient respectés aux fins d'assurer un meilleur encadrement de la jeunesse et d'assurer également une succession de qualité. J'exhorte également la jeunesse à la prise de conscience collective pour sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. N'accusez pas toujours les autres. Ne pointez pas toujours le doigt aux autres. Cherchez plutôt des voies et moyens légaux pour assurer votre avenir. Un président américain, John Kennedy, disait: ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Aucun pays au monde n'est développé par l'État. Ce sont des initiatives privées qui développent un pays. Prenez donc votre courage à deux mains. Travaillez dur. Prenez les initiatives malgré les temps difficiles que nous traversons à cause de la guerre nous imposée à l'Est. Vous allez vous en sortir. Pendant que certains jeunes rêvent, d'autres réussissent à cause de leur persévérance, du sérieux, de la discipline qu'ils ont adoptée pour faire avancer leur vie. Bossez dur pour un avenir meilleur. Ne suivez pas de mauvaises compagnies, les gens qui ne veulent pas travailler, qui passent leur temps dans des jouissances inutiles. Créez plutôt des initiatives pour votre réussite, pour faire avancer votre communauté, pour faire développer votre pays. Ces gens, une fois vous réussissez, ils vont vous qualifier, comme on le dit ici, de Yuma, parce que vous prenez votre jeunesse au sérieux et que vous préparez votre avenir. Les jours que vous réussirez, ils vous critiqueront. Ils diront que vous avez touché aux fétiches ou aux sectes. Ils vous diront que vous avez volé de l'argent. Détrompez-vous. Votre réussite n'est pas un hasard ou un miracle. C'est le fruit de votre travail et du sérieux que vous donnez à votre jeunesse pour préparer votre avenir. Je ne peux terminer mon propos sans me référer à cette parole de sagesse tirée de la Bible, Ecclésiaste 11, 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de la jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Je vous remercie.
parler jeunesse sans pour autant parler de l'armée. Et tous conscients de ce qui se passe à l'est de notre pays. Si aujourd'hui nous sommes continuellement à genoux, c'est parce que nous les disons que l'armée accuse un certain nombre de faiblesses. Et la toute première force pour une armée, c'est pas d'abord les armes, ce n'est pas d'abord des hélicoptères, mais c'est d'abord la jeunesse ou encore les personnels. Et les personnels désirés chez nous, dans notre armée, c'est la jeunesse. Et nous avons avec nous le lieutenant-colonel, c'est un diplômé d'état-major, Emmanuel Libandi Nabou. Il va aussi nous exhorter en ce qui concerne l'importance de la jeunesse pour l'armée congolaise. Honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame la ministre de la Santé, chers professeurs, distingués invités à vos grades et fonctions. Avant tout propos, je rends un vibrant hommage au commandant Sébran, le chef d'état-major. Le commandant Sébran, excusez-moi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis pour que nous puissions voir ce que nous sommes tentés de voir sur le plan diplomatique, sur le plan économique et surtout sur le plan sécuritaire, dont la défense que je vais maintenant parler. Chers participants, c'est comme notre modérateur vient de dire ici, je m'appelle le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Emmanuel Libandi Ngabou Tchera. Je suis professeur à l'école de commandement et d'état-major et je suis divisionnaire dans la direction des opérations civilo-militaires dans l'armée des réserves que notre commandant suprême vient de créer. Avant de commencer, je vais d'abord réveiller notre mémoire par rapport au discours de notre président le 26 septembre à la tribune des Nations Unies. Il avait révélé, il avait dit qu'il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité. Il m'a demandé de parler sur l'éveil patriotique face aux défis de guerre et la formation d'esprit de la défense. Nous tous, nous connaissons bien que notre pays est agressé. Mon exposé, je vais articuler ça en deux petits parties. Je vais d'abord parler sur les lois qui a créé
des réserves armées de la défense. C'est-à-dire, je vais parler des réserves de l'armée de la défense selon la loi. Et puis, je vais parler réserve armée de la défense selon l'esprit. C'est les deux là qui marchent ensemble. Il y a la loi et il y a l'esprit qui fait marcher la RAD. La RAD d'abord c'est quoi? La RAD c'est une armée de réserve de la République démocratique du Congo. C'est une unité ou une armée qui vient d'être créée selon la loi numéro 23 par 014 du 22 mai 2023 portant institution de la réserve armée de la défense à la République démocratique du Congo. Et il est soutenu par le décret numéro 23 par 36 du 24 octobre 2023 relatif aux mesures d'application de la loi instituant la RAD. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la RAD a une mission. Nous avons la mission de renforcer les FARDC pour la protection de notre territoire national. Nous avons aussi la mission de participer au service quotidien dans les unités des FARDC. Nous avons aussi la mission de donner l'expertise dans les domaines des armes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les FARDC ne peuvent pas continuer toujours à tout acheter, même les boutons, les bérets, on doit acheter non. Nous avons nos jeunes qui peuvent fabriquer des armes ici. On a vu des jeunes chez nous qui sont capables de fabriquer des armes AK, Kalachnikov. On a vu des jeunes qui peuvent fabriquer des drones. On a vu des jeunes qui peuvent fabriquer tout dans ce pays. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est toujours la constitution. Oui, la constitution. Parfois, vous allez m'excuser parce que notre auditoire n'est pas homogène. Je vais le dire que non, je suis instructeur militaire. Je forme les militaires. Laissez-moi de parler étant qu'un militaire, selon la méthodologie des militaires. Un militaire, quand il enseigne avec toute autorité. Regardez notre pays, là où nous sommes. C'est très malheureux. Les gens qui ont je vais rectifier un peu. C'est que les patriotes jeunes, venez, on a créé la RAD. La RAD, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Il nous a donné la mission de prendre les Ouazalendou là. Les Ouazalendou que vous voyez là. Le mot Ouazalendou c'est Aswahili. Ça signifie un patriote. C'est ça que l'organisateur m'avait dit, vous étant qu'un militaire, vous allez parler sur les réveils patriotiques face aux défis de guerre et la formation des esprits de défense. Nous avons une guerre qui a fait plus de 30 ans. On a tué plus de 12 millions de compatriotes. Dans d'autres pays, il y a d'autres pays, la population de 5 millions. C'est ça, mais ce n'est pas ça. C'est ça. Mais on a déjà tué 12 millions. Qu'est-ce que nous faisons entre nous? Est-ce que le problème c'est l'armée? Parce que vous critiquez beaucoup l'armée. Aujourd'hui, on vient encore de créer la RAD. La RAD est là. La RAD, il est organisé. Nous sommes organisés. Je vais d'abord définir la RAD. La RAD est définie comment? Je vais vous donner la mission de la RAD. Il est composé de membres, conformément à l'article 2 de la loi numéro 5 que je vais citer là, numéro 23 /014 du 22 mai 2013.
C'est ça, ce qui a donné vie à la RAD. Il y a des membres, nous avons 4 membres. Il y a les militaires de carrière retraités et les retraités des différents services de sécurité. Ce sont les gens que nous avons besoin qu'ils puissent venir intégrer à la RAD. Et nous avons aussi des militaires du service. Nous avons les mobilisés du service militaire obligatoire. Nous avons les militaires du service contractuel. C'est-à-dire quoi? Un militaire, ou les étudiants que vous avez suivis à l'université de Bengamisa, qui viennent de terminer la formation. Il y a 600 étudiants qui viennent d'être formés, ils ont terminé la formation. Parmi eux, il y a ceux qui vont signer le contrat avec la RAD. Ils vont intégrer la RAD et d'autres ils vont dire que non, moi je me repose. Mais un jour, quand il aura la guerre, il peut toujours venir faire quoi? Intervenir. Et nous avons aussi les démobilisés du service militaire, comme je viens de dire, obligatoire comme moi. Je suis militaire, mais si aujourd'hui je me fais démobiliser, comme j'ai de notions militaires, on ne peut pas me laisser comme ça, on va me mettre comme un réserviste. Donc nous avons des militaires retraités là-bas, on a déjà récupéré des colonels et des généraux, ils sont des retraités, mais sont des experts. Ils connaissent beaucoup de choses dans l'armée, on les a récupérés, on les met dans la RAD. Et nous avons des volontaires civils engagés pour la défense de la patrie. C'est là où vous allez trouver nos confrères, les Ouazalines. Ce sont des volontaires qui sont engagés pour défendre la nation. Vous-même, vous avez suivi comment les gens là, ils ont compliqué les choses là-bas. Ça et aujourd'hui, vous pouvez déjà parler autre chose. Comment il y a les processus pour l'intégration de la RAD. D'abord, c'est ce que je suis en train de faire ici. Moi, je suis éducateur d'éveil patriotique. Donc, je sensibilise les militaires et les civils. Je suis dans la direction d'opérations civilo-militaires. C'est-à-dire, nous renforçons les relations entre les militaires et les civils. Parce que si la relation n'est pas bonne, on ne doit pas bien travailler. Nous devons avoir une bonne relation avec les civils. C'est pour cela que je suis venu ici. On a besoin des civils, on a besoin des jeunes pour que vous puissiez venir intégrer la RAD. Et nous sommes organisés aussi dans notre structure. Il y a 3 niveaux d'exécution. Le premier niveau, c'est au niveau stratégique de pilotage. Nous avons la coordination nationale qui est commandée par la personne du lieutenant général, le général Padiri Boulenda David. Il est assisté par 2 généraux. Il y a le général-major Mayanga qui est chargé de renseignement et organisation. Et de l'autre côté, il y a le général de brigade Godas qui est chargé de recrutement et mobilisation, c'est lui qui est mon chef direct. Je suis là pour la sensibilisation, c'est ce que je suis en train de faire ici. Là, je vois, j'ai beaucoup parlé sur la RAD selon la loi. Maintenant, je vais parler sur la RAD selon l'esprit. C'est ça que je voulais beaucoup m'atteler sur ce que nous voulons faire avec les jeunes. Dans notre pays, nous connaissons que non, il y a la Constitution. Mais à part la Constitution, il y a aussi les moyens qui peuvent nous amener pour que nous puissions réaliser ce qui se trouve dans la Constitution. Les moyens, c'est quoi? Ce sont des personnes, ce sont des jeunes. Les jeunes là, ils ont besoin de quoi? De manipuler leur intelligence. Et si je parle de l'esprit,
je vois d'abord un patriote. J'ai défini un patriote, c'est quelqu'un qui a l'amour lié à sa patrie. Pour avoir cet amour à votre patrie, vous devez savoir que non, cet amour va vous amener à servir la nation. Je crois que c'est ça. Sans cela, on ne doit pas s'en sortir. Nous avons besoin de jeunes qui veulent servir la nation. Et pour servir la nation, ça demande l'intelligence. Et cette intelligence, c'est ce que nous définissons. Les patriotes, ce sont des leaders. Comme les Ouazalais, ce sont des leaders. Un leader, on définit, c'est quelqu'un qui guide les gens. Quelqu'un qui guide les gens doit avoir l'intelligence. L'intelligence, c'est le savoir-faire. Et le savoir-faire là, ça doit être lié par les savoirs servis. Si vous n'avez pas cet esprit de servir, même si vous avez quelle fonction, si cet esprit ne se trouve pas dans vous, vous n'allez pas parvenir à faire quoi? À servir la nation. Vous allez faire quoi? Vous allez faire d'autres choses par rapport à la définition d'un patriote. Un patriote, c'est quelqu'un qui sert la nation. Ce n'est pas quelqu'un qui sert de lui-même, qui sert sa famille. C'est ce que nous voyons dans notre pays. C'est ça que le pays est dans le chaos. Ce n'est pas tout ce que vous parlez ici. Ce n'est pas le problème des généraux. Ce n'est pas le problème des militaires. Mais c'est le problème qu'on n'a pas de patriotes. Les jours où on va trouver des patriotes, vous allez voir que ce pays va faire quoi? Va changer. Ça va changer. C'est le problème des patriotes. Un patriote, c'est quelqu'un qui est formé selon l'esprit. C'est l'esprit. La rate, c'est l'esprit. Ce n'est pas tout ça, c'est l'esprit. Ce qui est dans la rate. La rate, nous allons former, on va créer 186 postes. Donc, c'est-à-dire au niveau national, il y a les cordons, et au niveau provincial, il y a les cordons provinciaux, et au niveau des territoires et des communes, il y a des sous-antennes. Mais ça va éclater jusqu'à 10 maisons. Pourquoi 10 maisons? Parce que le pays est très infiltré. Même votre femme, vous ne connaissez pas s'il aime ce pays. Parce que c'est le problème d'argent. Si on donne l'argent ici, je crois, des dollars ici, il y a plein qui vont dire que non, moi je ne veux pas l'argent. Tout au niveau de quoi? De l'esprit. C'est ça qu'un jour le président avait dit, si on peut parler des patriotes, on peut trouver seulement dans l'armée. Ça c'est vrai. Pas dans les politiciens, pas dans les députés. Parce que si vous regardez ce que nous touchons et par rapport au service que nous rendons, vous allez trouver que nous sommes des patriotes. Nous sommes des patriotes. Quand je vous dis vrai, nous sommes des patriotes. On a besoin de vous les jeunes. Venez nous épauler. Nous commençons déjà à grandir, on commence déjà à sentir si les plans physiques, on sent déjà que nous on commence à être fatigué. Mais si les plans spirituels, on est très fort. On parle, on n'a pas peur. Ce que je parle ici, ailleurs on ne peut pas parler. C'est ça que je dis que non, si vous voulez trouver les patriotes, c'est dans la vie. Venez, il y a des places pour vous. Bientôt nous allons partir pour sensibiliser nos collègues. Le regard holistique. Nous avons besoin de tous. Tout jeune n'est pas censé être politicien. Nous avons aussi besoin des jeunes qui adhèrent, n'est-ce pas, à l'armée. Nous avons aussi besoin des jeunes qui vont suivre la politique, ainsi de suite. C'est cette pluralité d'identité qui fera de notre pays un pays fort. Ce qui compte, c'est le patriotisme. Que vous soyez politicien, enseignant, militaire, policier, etc. C'est le patriotisme que nous prônons. Le professeur Jacques Joly, c'est un habitué
des conférences et surtout avec de jeunes professeurs des universités. Il est détenteur d'un doctorat en droit de l'université Paris 1, mais surtout, c'est un spécialiste de la Constitution. C'est un constitutionnaliste. Sa présence parmi nous, c'est beaucoup plus pour cet aspect-là de la Constitution. Vous avez suivi les références de différents intervenants en sa personne, connaissant son niveau de maîtrise de questions constitutionnelles. Pour ce, je ne sais pas, professeur, vous préférez venir ici? Merci. Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Je voudrais avant toute chose saluer les collègues qui sont là, commençant par l'excellence honorable Étienne Lomodo, ministre d'État honoraire. Je voudrais aussi saluer la présence du coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba qui est là, et saluer la présence du chargé de l'aviation civile militaire, le colonel du haut commandement de la RAD, ainsi que, je ne vais pas oublier les collègues Yéga et les collègues Rod et Lodge. Je voudrais donc remercier les organisateurs de cette rencontre de l'après-midi pour discuter sur les sujets qui m'ont été donnés. L'impact de la Constitution sur la jeunesse congolaise pour une nouvelle identité sociale. Donc, les sujets étant fixés, je voudrais que nous tous nous soyons d'accord que nous sommes parvenus faire les débats sur la révision ou les changements des constitutions. Parce que, en spécialiste de réseaux sociaux, vous êtes capable de prendre des idées ici et faire le. Donc, si j'ai accepté votre invitation, c'est pour parler de l'impact de la Constitution actuelle sur la jeunesse pour une nouvelle identité sociale. Ceux qui veulent discuter sur la révision constitutionnelle, ils ont la liberté d'expression. Ceux qui veulent réviser, changer la Constitution, mais il y a un article de la Constitution, l'article 213 qui dit le président de la République peut prendre l'initiative, le gouvernement, une partie, la moitié des députés, ou une pétition par 100 000 Congolais. Donc vous pouvez lancer votre initiative. Alors, ceci étant dit, je reviens sur mon schéma. Impact de la Constitution sur la jeunesse congolaise pour une nouvelle identité sociale. J'aurais pu le dire sans objet, après avoir écouté tous les autres, notamment le ministre Étienne Lomodo. Mais, puisque nous sommes là, je voudrais dire que notre point de vue va tourner autour de deux points. C'est d'abord, c'est quoi une constitution? 2, qu'est une autre constitution sur la jeunesse? 3, comment pouvons-nous faire de la jeunesse un véritable fer de lance tel que dit par la Constitution? Mais c'est quoi une constitution? Une constitution, on peut la définir comme l'acte fondamental, mais à la fois aussi fondateur d'un État. S'il faut faire ça, la Constitution est ce qui nous constitue, c'est-à-dire l'acte qui fixe les bases organisationnelles d'un État. Mais ça, c'est l'aspect purement
qu'on peut dire institutionnelle. Mais la Constitution va au-delà des institutions. La Constitution a aussi une dimension axiologique. À quoi sert la Constitution? La Constitution, c'est la charte qui déclare et consacre les droits fondamentaux des individus vis-à-vis de leurs gouvernants. Mais ce qui est important, ce n'est pas la Constitution en soi, c'est la philosophie, comme disaient les colonels. Quel est l'esprit? Parce que tous les États du monde, comme l'a dit les coordonnateurs, n'ont pas une constitution écrite. Mais ce sont des États de droit constitutionnel. Donc ce qui est important, ce n'est pas de disposer un texte, mais d'avoir adhéré à des principes du constitutionnalisme. C'est quoi le constitutionnalisme? Accepter que le pouvoir politique soit limité, que le pouvoir politique soit encadré, s'il le faut par un texte écrit. Donc ce n'est pas les 229 articles qui sont importants, mais quel est l'esprit? Qu'est-ce qu'on veut en adoptant une constitution? On veut limiter le pouvoir. Pourquoi? Ceux qui ont inventé la Constitution, et Dieu seul sait, ce n'est pas en 1789. Parce que le constitutionnalisme existe même en Afrique. Si vous allez au Mali, il y avait une constitution, la première constitution écrite qu'on appelle le Kourougan Fouga. 12 articles. Avant même qu'il y ait la Magna Carta. Qu'est-ce que ça dit? La vie humaine est sacrée. L'esclavagisme est aboli. L'étranger est sacré. Tous ces principes-là qui conduisent à l'organisation de l'Empire. Mais il y avait aussi des constitutions dans le royaume Congo. Les Foukianti. Comment on devenait roi? Comment le roi devait se comporter? Comment devait se faire la passation de pouvoir? C'était pas écrit. Vous allez chez les Kouba, il y avait une organisation du pouvoir qui prévoyait comment on devient chef. Qui est le chef de l'opposition? Donc, c'est tous ces principes-là qui partent d'un fondamental, notamment que Montesquieu a dégradé, c'est-à-dire que tout homme qui a le pouvoir a tendance à l'abuser, à conserver, jusqu'à ce que le pouvoir arrête le... C'est ce qui est important. Mais comment vous allez articuler ça? Ça dépend de chaque pays. Le constitutionnalisme français existe. Le constitutionnalisme américain existe. Les Américains ont dit le meilleur protecteur du peuple des droits, c'est le juge. Et ils ont donné énormément de pouvoir à la Cour suprême qui peut dire au président que là, vous êtes allé plus loin. D'autres ont dit c'est le pouvoir législatif. On a dit non. Donc, le constitutionnalisme, c'est ce qui est important. Parce que une constitution, comme on l'a dit, c'est donc l'expression du constitutionnalisme. Et vous allez vous demander pourquoi les constitutions africaines ont des problèmes. Pourquoi on assiste à ce mouvement premier de changement, de constitutionnalisation, reconstitutionnalisation? Parce que le constitutionnalisme n'est pas encore intériorisé comme valeur structurante de la société, notamment même dans le respect des droits de l'homme. Quand on dit que la vie humaine est sacrée, est-ce que vous considérez l'autre comme un être sacré? Comme disait notre coutume, c'est dit la Constitution. La Constitution dit nul ne peut donner la mort à un autre. Même la peine capitale est déclarée inconstitutionnelle. Mais est-ce que toi tu considères l'autre comme un être sacré à l'image de Dieu? Donc il y a des forts liens entre la Constitution et la religion. Parce que le constitutionnalisme moderne est né de l'ecclésiologie. Donc, si vous avez des constitutions de pacotille, c'est parce que vous-même, vous n'avez jamais intériorisé les principes, l'esprit qui structure la Constitution. Ceci étant dit, qu'est dit notre Constitution sur le gène? Je crois que l'honorable Étienne Lomoudo vous a dit l'article 42. Le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute attente à sa santé, à son éducation, à ses développements. Quoi de plus clair?
Maintenant, est-ce que vous-même, est-ce que nous-mêmes, nous avons mis de politique publique en matière de la protection de la jeunesse à l'emploi, de la jeunesse à la vie politique? Oui, on peut le dire. Quand on voit l'article 72 qui dit à 30 ans, vous pouvez déjà devenir président. Je crois que Kabila est devenu président à 29 ans. À 30 ans, moi je suis heureux de me trouver avec des collègues qui sont là, qui ont moins de 30 ans, qui ont moins de 35 ans. Ce sont des collègues. Maintenant, ils sont là. Et je l'avais dit hier, est-ce que vous veillez à ce que les lois qui sortent ici protègent la jeunesse? Lorsque nous faisons la loi électorale, est-ce que nous faisons en sorte que dans la mise en place des institutions, dans la loi électorale, on a protégé les femmes? Maintenant, est-ce qu'il y a un quota prévu par le GEN? C'est ça qu'il faut trouver. Parce que la Constitution n'est pas tout. C'est le bloc constitutionnel qui faut voir la Constitution et des lois organiques essentielles n'être que la loi électorale. Donc, notre Constitution déploie des mécanismes. L'article 43, toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement primaire est obligataire et gratuit dans les établissements publics. Mais ça fait plus de... Depuis que cette constitution est là, ça faisait plus de 15 ans, 16 ans. Il y a un homme qui est arrivé et dit une mise en forme d'une pensée. Les droits n'est que la vision d'un monde. Si vous allez copier la vision des autres, elle ne tiendra pas. Cette constitution a sa vision, animée par la volonté de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Mais cette démocratie ne se bâtira pas d'elle-même. C'est vous qui êtes les bâtisseurs de la démocratie. C'est vous qui allez construire un État prospère et de patriotes. C'est à vous, la jeunesse, de vous assurer. Alors, comme l'a dit, il faut éviter cette jeunesse en costume, travail toujours au palais du peuple là, qui vient acclamer alors que vous constituez 75% de la population et que même l'âge de cette jeunesse est devenu plus grand. Quand j'ai posé la question hier à Aaron, mais votre réseau de parlementaires de jeunes, c'est jusqu'à quel âge? Parce que au niveau de l'association parlementaire, c'est 35 ans. Je dis, bon, nous on est parti jusqu'à 40, mais même 45 jusqu'à 48 ans. Donc, vous voyez, il est important que nous assumions. Rappelez-vous de Jésus, il a changé le monde, il n'avait que 33 ans. Rappelez-vous de Lumumba, il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas 33 ans. Rappelez-vous de Mobutu, il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas 35 ans. Rappelez-vous de Kabila, il est arrivé au pouvoir à 29 ans. On peut tout dire sur lui, mais avec sa petite voix là-bas, jusqu'à ce qu'il est devenu cet homme barbu, il s'est battu pour ce pays. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un président jeune qui s'habille en maillot de léopard, qui saute avec vous dans les stades quand on marque de but, qui a institué la gratuité, qui a institué la couverture médicale universelle. Eh bien, saisissez votre avenir que la Constitution vous a donné. Merci.